Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette conférence événement Kirkman. Nous sommes en compagnie de Philippe Peters, de Thierry Mornay et de Lorenzo De Felici. J'ai bien prononcé, je pense. Oui, c'est bon. Parfait. Et nous allons parler du coup de Oblivion Song et bien sûr de Kirkman et de tout ce qu'il fait. Philippe. Moi, juste peut-être avant qu'on commence, puisque Lorenzo est là, je voulais peut-être un peu vous parler de ce qu'avait fait Lorenzo avant, brièvement. Donc toi, Lorenzo, je vais juste reprendre mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses. Toi, tu as travaillé... j'ai un retour de Larsen. Tu as commencé comme coloriste Oui. chez petite maison d'édition italienne qui s'appelle Sergio Bonelli. Oui. Toute petite maison d'édition italienne. Bonelli, c'est Tex, Zagor, Dylan Dog, etc. Nathan Never, c'est la grande maison d'édition italienne. Donc, la plupart des dessinateurs italiens ou des coloristes italiens commencent là-bas. En tout cas, beaucoup. Donc, tu as commencé là-bas et tu as notamment fait une série qui s'appelle Orfani. Oui. Et qui est sortie en France chez Glénat sous le titre Orphelin, où tu as colorisé certains chapitres. Donc, je vais répondre en anglais parce que je peux entendre le français, mais je ne peux pas parler très vite. Donc, excusez-moi, pardonnez-moi. Tu es tout pardonné. I colored a couple of issues of Orphelin. Me with Annalisa, which is the colorist of Oblivion Song, we were like the chief colorists in this series. Donc il a mis en couleur un certain chapitre d'Orphelin. En fait, c'est une série en 6 tomes, hein, c'est une série assez longue. Il a mis en couleur certains chapitres et Annalisa, qui a mis en couleur Oblivion Song, a fait les autres chapitres. Ils étaient tous les deux chefs coloristes sur cette série-là. Oui. Just that. I mean, I just colored a couple of issues. I don't know, maybe too many microphones. And after that, I began working with my drawings. I mean, before coloring Orphelin, I already worked for the French market with Draca for Ankama. And after that, I didn't find any other job as an artist in France or in Italy. So I started coloring, and after that, I newly found some job as an artist, and I started doing that again. Donc Lorenzo avait, c'est vrai, sorti deux tomes de la série Draca chez Ankama 2010-2011, je crois. 2010-2011, voilà. Puis ensuite, il est revenu à la couleur parce qu'il n'a pas trouvé d'autres contrats de dessinateur en France. Et puis ensuite, il y a Infinity 8. Oui, I had to stop my job on Orphelin when Louis Trondheim et Olivier Vatan contacted me to, propose me to join them in the Infinity 8 team for their 5th chapitre, and of course I said yes because I always loved most of all Louis Trondheim work, so I was very excited to jump into a new project with him. Donc lui, il était en train de mettre en couleur Orphelin quand il a été contacté par Lewis Trondheim et Olivier Vatine, dont il connaissait le travail, et qui à ce moment-là montait le projet Infinity 8 chez Rue de Sèvres. Donc Infinity 8, c'est une série de science-fiction. Donc il y a 7 ou 8 livres qui sont prévus, oui. Et à chaque fois par une équipe différente. Et donc, ce qu'il vient de nous dire, c'est que quand Lewis Trondheim et Olivier Vatine te contactent pour dessiner un livre, bah, tu dis oui. Et donc voilà, il a fait ce livre-là qui est sorti l'année dernière. Et donc on en arrive à Oblivion Song. Flavien, je te passe la parole peut-être déjà. Oui, en fait, je voulais te poser la question, comment tu es arrivé sur Oblivion Song? As soon as I was drawing page number 5 of Infinity 8, so I just started doing that. Robert sent me an email out of the blue because I didn't
ever contacted him or sent any portfolio in America. So it was just like this. Et tu veux que je traduise ou... Ok, je vais traduire. Ok, merci. Alors, du coup, quand il était en train de dessiner la page numéro 5 dans Infinity 8, Robert Kirkman le contacte un peu comme ça, alors qu'il n'avait jamais cherché à le contacter en amont, il l'a jamais rencontré. And he asked me if I wanted to, be the co-creator of another project, a new series, which was Oblivion Song. And of course, I said yes, but at the same time, I was just doing Infinity 8. So I also had to tell him, please wait for me for a while, because right now I can't jump, on another project because I just started this one. Et du coup, en fait, il lui a dit, est-ce que tu veux devenir le co-créateur d'un autre comics, Oblivion Song? Et il a dit, oui, pourquoi pas. Sauf que juste laisse-moi un peu de temps de finir Infinity 8 et laisse-moi juste un petit peu finir et puis après, voilà. Yeah, and he asked me just to do the first issue right away. So I had to stop Infinity 8 for 1 month to do the first issue of Infinity 8 of Oblivion Song, which are like 30 pages more or less. So that chapter in my life I don't remember actually. Et du it's coup, just a blank. Et du coup, en fait, il a dû stopper Infinity 8 à un moment pour refaire le premier chapitre. Et long chapitre parce qu'il est très long, 34 pages de Oblivion Song, et à ce moment-là du coup il sait pas trop ce qui s'est passé parce que vu qu'il a dû stopper Infinity 8 et commencer dessus, c'est vrai que ça switch dans le cerveau quoi. Ouais, too many emotions. So yeah, so I not enough sleep. Yeah, is right. And so I did this first issue. And then I went back to Infinity 8, and I finished Infinity 8, and went back to Oblivion Song right away. And I'm on Oblivion Song since then. Et du coup, il dormait plus trop, il savait même plus où il était, il n'existait plus. Et après, du coup, il a repris Infinity 8, il les a finis. Et il s'est remis tout de suite après sur Oblivion Song et il y est depuis. Et du coup, ça fait depuis combien de temps qu'il y est sur Oblivion Song, que tu es sur Oblivion Song? How long have you been on Oblivion Song? So the email arrived. Robert sent me the email in June 2015. So the first issue was drawn there in June 2015. Then to finish Infinity 8, it took me like 1 year. So it's since 2016, like the second half of 2016, that I'm working on it. So right now, I'm working on issue number 12, okay, which is another one of those. I mean, we have another one of those in the bank. In the bank. Du coup, il a commencé le premier email qui a été envoyé, c'était en 2015. Du coup, il a fini Infinity 8 un an après, en 2016, si c'est bien ça. Et après, du coup, il s'est mis sur Oblivion Song depuis, donc ça va faire bientôt 2 ans. Et il en est au 12e chapitre de Oblivion Song. Du coup, là, il y a 4 chapitres. 6 chapitres, il y a 6 chapitres. Et du coup, c'est-à-dire qu'il en a déjà 6 d'avance. Parce que oui, on va peut-être le préciser, aux États-Unis, les comics sortent encore en kiosque, en issues, comme on dit. C'est donc ces chapitres qui sont donc rassemblés en hardcover après. Mais depuis tout à l'heure, on parle d'un mec qui s'appelle Robert Kirkman. Peut-être que tout le monde ne connaît pas Robert Kirkman. Bon, Robert Kirkman, c'est le scénariste de Walking Dead, entre autres. Walking Dead en France, 29 tomes. Thierry, 29 tomes. Pardon ? Et ça continue, bien sûr. Succès mondial du comics. J'insiste sur succès mondial du comics parce que c'est devenu une série télé après. Aujourd'hui, on ne parle plus que de la série télé et qui est bien et qui marche du tonnerre. Mais donc, Robert Kirkman, c'est ça, c'est aussi Invincible. Thierry, peut-être que tu peux
continuer cette liste et peut-être nous dire en quoi Kirkman a révolutionné le comics de ces 10 dernières années. Oui, c'est une très très longue liste effectivement d'œuvres créées par Robert depuis maintenant une quinzaine d'années, on va dire. La série Walking Dead a été créée en 2003 aux États-Unis. La toute première publication en France date de tout début d'année 2004, en l'occurrence. Et elle a vraiment décollé et a été reprise aux éditions Delcourt en 2007. Voilà. Alors, attends, je te coupe et je vais tout de suite rendre à César ce qui appartient à César, parce que tu es maintenant l'éditeur comics de Delcourt, mais avant tu étais chez Semic, qui avait repris Lug, la suite de Lug, et c'est toi qui as amené Walking Dead, donc on va le préciser, parce que le premier tome était sorti chez Semic, donc merci. C'est pas moi, non, c'est les auteurs qu'il faut toujours remercier, c'est pas les éditeurs, on est des opportunistes, c'est tout. Tu t'es battu pour qu'elle reste en France. Oui, tout à fait. Alors le premier tome est sorti effectivement chez Semic lorsque j'y étais. C'est une série à laquelle j'ai vraiment accroché énormément dès son apparition aux États-Unis. Une série à laquelle j'ai cru aussi dans son édition française. Lors de sa toute première publication chez Semic, elle n'a pas forcément rencontré le succès commercial qu'on lui connaît aujourd'hui. En revanche, je l'avais toujours un petit peu dans mon radar, en fait. Et lorsque j'ai rejoint l'équipe de Guy Delcourt, ça fait partie des premières choses que je lui ai proposé de publier sous le label Contrebande chez Delcourt. D'ailleurs, on voit à l'écran la toute première couverture de l'édition publiée chez Semic, effectivement. Pour l'anecdote, Guy n'était pas très chaud au début pour faire Walking Dead. Voilà, les histoires de zombies en noir et blanc au sein de son catalogue, c'était pas quelque chose qui le motivait à mort. Et en gros, il me l'a retoqué 2 fois. Et puis je suis quand même retourné au combat. Et la 3e fois, il m'a dit banco, on y va. On signe pour 2 albums, on verra si ça marche. Et comme tu le précisais tout à l'heure, long story short, on en est à 29 tomes et c'est devenu le succès que l'on connaît. Donc je suis très content et je suis surtout très très content pour les auteurs parce que ça a été effectivement la manière d'accompagner le succès de Robert Kirkman, qui est un scénariste d'exception. Et puis en parallèle de cela, effectivement, on a commencé à publier d'autres séries de Robert, que ça soit Invincible, on en est aujourd'hui au tome 22 de cette série de super-héros qui, je le dis, absolument sans embâche, est la meilleure série de super-héros du monde, de loin. Je suis tout à fait d'accord, Lorenzo. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un énorme événement, au-delà des autres séries qui ont été lancées par Robert. On pourrait citer aussi Outcast en collaboration avec Paul Azaceta. Aujourd'hui, c'est un vrai événement mondial, à la fois éditorial et en termes d'édition, tout simplement, de pouvoir lancer Oblivion Song. Tout simplement, ne serait-ce que par la présence du talent de Annalisa et de Lorenzo à bord de cette équipe. Ça prouve aussi la capacité qu'a Robert à se renouveler aussi dans ses thèmes. Et c'est également un événement éditorial dans la mesure où on est à même de présenter aujourd'hui l'intégralité du tout premier volume qui contient, comme tu le précisais tout à l'heure, 6 chapitres dès sa date de sortie. Et donc cet album est sorti le 7 mars et c'était la date de la sortie du tout premier chapitre aux États-Unis. Donc c'est presque la première fois dans l'histoire de l'édition qu'on a la possibilité ici en France de présenter un album complet, grosso modo 6 mois avant qu'il soit présenté aux États-Unis. Donc on a 6 mois d'avance par rapport à l'édition originale américaine. Et ça, c'est un gros événement et ça concourt à mettre en avant effectivement le talent et de Robert et des créateurs et des co-créateurs de cette série ici. And it's actually the first time that you, French audience, and us, the European audience, can spoil something to the American audience. Allez-y, vous pouvez y aller sur les réseaux sociaux. Hein, vous pouvez y aller. Et du coup, c'est la première fois qu'en Europe, en France, en Europe, partout, on peut enfin spoiler les Américains. Et ça, c'est bien. Sur leur propre série. Ouais. Sur leur propre série. Je voulais juste revenir sur Kirkman. Quand la première fois que tu as vu Walking Dead, qu'est-ce que tu t'es dit? Ok, c'est Alors, tout simplement que c'était une série qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu lire depuis plusieurs années. Je dois avouer que je ne suis plus un fan invétéré de super-héros au sens Marvel ou DC du terme depuis très très longtemps. Je crois peut-être qu'arrivé à un certain âge, on dépasse le fantasme adolescent de ce qu'est le genre super-héros, sauf lorsqu'il est traité de manière assez originale et différente. Et c'est le cas d'Invincible, effectivement, de Robert.
Et puis là, on avait une série qui prouvait véritablement que les comics, ce n'est pas un terme qui désigne des séries de super-héros exclusivement, mais que c'est un terme qui, la bande dessinée américaine, elle est capable de présenter des genres extrêmement différents qui vont de l'horreur à la science-fiction, au polar. Et on avait un ovni, en fait, éditorial quasiment, présenté en noir et blanc. Et puis ce qui m'a attiré aussi beaucoup, c'était la qualité d'écriture de Robert dès le début de la série Walking Dead. Et surtout, c'était pas une série de zombies, justement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on avait affaire à une série qui est une série de survivalisme. Et on s'intéressait beaucoup plus aux personnages humains qui tentaient de survivre face à une apocalypse zombie qu'aux zombies eux-mêmes, quoi. Et là, on avait un véritable scénariste qui se révélait et qui donnait vie à des personnages d'une humanité extrêmement forte et intense. Et voilà, là, c'est là où réside la qualité d'écriture de Robert aussi. C'est ce qu'on retrouve dans Oblivion Song aujourd'hui. On a une vraie qualité, un attachement qui s'opère auprès des personnages principaux. Il est capable de générer une empathie extraordinaire pour le lecteur vis-à-vis des personnages principaux. Et dès l'origine de Walking Dead, c'est ce qu'on avait. Et du coup, Lorenzo, quand Robert Kirkman t'a demandé, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, allez, vas-y, je vais faire quelque chose. Je vais travailler avec lui, ça va être génial sur l'environnement, sur la personnification des humains, justement. Tu t'es dit quoi, en fait, quand la première fois il t'a proposé de travailler? Well, the main interest was working with him on itself. But when he actually explained to me, he pitched me, let's say, Oblivion Song, he told me that it was, this science fiction comic about another dimension with creatures, and I was already in. I was booked. But actually, Ok. Alors, je veux juste travailler avec lui, sa grandeur, tout ce qu'il est. Et du coup, en fait, quand il m'a un peu pitché le récit, qu'il y aurait des monstres, une autre dimension, une terre et d'autres dimensions, j'étais déjà dedans. Je me voyais déjà dedans. And but I always read Robert's comics, so I knew that all my enjoyment in doing the sci-fi design and everything and the action scenes would have been not just the only strength of the comic I was drawing, because his real strength is in character development. I mean, that's what really hook you in the pages. So I knew that I had a tough job, but the real the real meat would be in the dialogues, which are maybe the easiest parts of the script for an artist sometimes. And but yeah, it was just exciting to be able to do that, also because before that, in the American market, I did nothing. And I was drawing Infinity 8, which was my second artist job. So when Robert emailed me, the only thing I drawn was Draka. So it was really something I wasn't expecting, not even a bit. Alors du coup, j'essaie de revenir un petit peu en arrière. Du coup, quand il m'a proposé le côté sci-fi et le côté survivant, etc. En fait, j'étais déjà conquis. J'avais déjà dans ma tête ce que je voulais faire dessus. Je pensais à plein de choses. Et en fait, c'est vrai que dans une histoire comme ça, Robert Kirkman, moi j'avais lu beaucoup de choses. Et c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, en fait, il est très fort sur les caractères, sur les personnages. Sur les personnages. Et du coup, en fait, moi j'ai le truc un peu plus sympa, on va dire, où j'ai la mise en scène, etc. Mais lui, il est très fort sur les personnages, et c'est comme ça qu'il prend, en fait, qu'il chope les gens et qu'il les fait lire, en fait, dans le récit. Et c'est ça qui m'a plu. Et moi, entre guillemets, j'ai la partie la plus tranquille, la plus sympa. Et lui, la partie dialogue, c'est la plus dure, et c'est lui qui l'a fait, quoi.
Alors moi en plus à l'époque, moi c'est la première fois, j'ai jamais été sur le secteur américain, j'ai jamais publié aux États-Unis. Et là, avant, j'ai travaillé sur Infinity Head qui était ici en France et sur Draka qui était aussi ici en France. Et du coup, c'est vrai que être publié aux États-Unis, moi en fait, je trouvais ça hyper cool et hyper intéressant. Donc j'étais complètement emballé. Alors peut-être, on va peut-être rapidement résumer l'histoire d'Oblivion Song parce que donc c'est vrai que c'est une histoire de science-fiction. En général, Kirkman il est plutôt dans le fantastique. La science-fiction, c'est. En fait, il touche à tout parce qu'on a cité, on va pas faire du name dropping et des listes de séries à plus savoir qu'en faire, mais c'est la capacité de ce scénariste est absolument incroyable puisqu'il est capable de briller dans n'importe quel genre. On n'a pas évoqué par exemple le genre polar tout à l'heure, mais il est également le scénariste d'une série qui s'appelle Le Maître voleur. Et qui est absolument magnifique aussi et qu'il faut absolument découvrir. Et donc, il est capable de s'illustrer vraiment dans tous les domaines et dans tous les genres. Donc, j'aurais pas tendance à le limiter en fait au domaine fantastique ou SF ou horreur en l'occurrence. Il est plus connu, on va dire, oui, plus connu, bien sûr. Ouais, ça, on est bien d'accord. S'il s'agit de résumer en deux mots de quoi il s'agit dans Oblivion Song, il y a une dizaine d'années, 300 000 habitants de la ville de Philadelphie ont soudainement disparu. D'un instant à l'autre. En fait, c'est des blocs entiers de la ville de Philadelphie qui ont disparu et qui ont glissé vers une dimension autre, une autre dimension. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce bloc cette partie de Philadelphie a été échangée avec un morceau d'une autre terre, d'une autre dimension. Ouais, absolument, et cette dimension a comme particularité d'être peuplée de monstres énormes, sanguinaires, et qui ne pensent qu'une seule chose, c'est bouffer les habitants qui viennent d'arriver. Bien entendu, les monstres qui, eux, de cette dimension ont été transportés à Philadelphie, c'est un petit peu la même chose. Donc il a fallu que les militaires défendent effectivement les populations de Philadelphie. Ça, c'est la toute première partie. Ça se passait il y a 10 ans. Pendant 10 ans, le gouvernement américain a mis en place un certain nombre de processus pour tenter de retrouver ces gens qui avaient glissé dans une autre dimension. Donc ils ont trouvé des technologies qui permettaient d'aller dans cette dimension-là, de façon à pouvoir ramener les habitants qui avaient glissé. Bien sûr, au fur et à mesure que le temps passe, au bout de 10 ans, à la fois l'argent commence à manquer pour financer ce genre de programme, et puis on retrouve de moins en moins de survivants. Il y a un seul mec qui est en l'occurrence et qui apparaît sur la couverture, qui s'appelle Nathan Cole, qui est le héros de cette série. Lui ne lâche pas l'affaire en fait. Il a envie de continuer à voyager en utilisant cette technologie pour retourner chercher des survivants dans cette dimension-là. Et il a un incitif un peu personnel, c'est que son frangin fait partie des disparus, il veut absolument le retrouver. Voilà. Il y a une deuxième raison qui le pousse à le faire, mais ça, on ne va pas vous le dire. Non, il faudra lire pour voir et découvrir ça, effectivement. Et puis, l'un des points un peu importants qui apparaît très vite dans le bouquin, c'est que finalement, les gens qui vivent et qui survivent dans cette dimension n'ont pas forcément tous envie de rentrer sur Terre. On ne sait pas encore pourquoi exactement, mais je pense que ça nous réserve quelques belles pages. Ça fait déjà 10 ans qu'ils habitent, quand le cœur de l'intrigue se passe 10 ans après les faits. Donc effectivement, il y a des gens qui sont là-bas depuis 10 ans qui ont tenté de survivre, refait leur vie et qui ont rebâti une existence, dans un univers qui n'est pas forcément extrêmement facile. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le phénomène de transférence, parce que c'est au cœur du livre. Et oui. C'est un nouveau phénomène inventé par Robert Kirkman, a priori. C'est à la fois un phénomène inventé, mais il faudrait se souvenir aussi peut-être de quelques séries télé des années 80. Il y avait une série qui s'appelait Sliders, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Et c'était une équipe de personnes qui glissaient d'une dimension à l'autre. Et on avait un peu déjà ce phénomène-là. Ouais. Et la transférence, c'est un néologisme qu'on a voulu volontairement garder dans la version française et qui parle de soi-même, puisqu'on va se transférer, on va se transporter de notre dimension à une autre dimension. Donc, la transférence, c'est simplement la capacité que l'on a à passer, à glisser d'une dimension à l'autre. Et donc pour Nathan Cole, le personnage principal qu'on voit donc là sur la couverture, lui, il a inventé un système qui lui permet, individuel, qui lui permet d'aller sur Oblivion et d'en revenir avec d'éventuels survivants. Mais en tout cas, il peut faire l'aller-retour sans qu'il y ait de conséquences pour lui, sans qu'il soit prisonnier là-bas. Est-ce que tu t'es documenté justement pour faire comment tu t'es documenté pour faire le côté Oblivion en fait sur les monstres, etc. Est-ce que t'avais des notes de Kirkman ou il t'a dit allez vas-y? Kirkman told me that he envisioned this dimension as something that had some conquering factor to it. I mean, it should have been something that could slowly, take the Philadelphia, take the city. So I immediately
thought about some kind of mold of fungus that could, grow on buildings, bending them, crumbling them. Now I learn. Tu veux que je fasse? Vas-y, vas-y. En fait, apparemment Kirkman lui a laissé assez carte blanche, mais lui, il a tout de suite, quand Robert Kirkman lui a décrit l'univers dans lequel il voyait se développer la série, lui, il a tout de suite imaginé des espèces de champignons, de plantes géantes qui en fait grignotent au fur et à mesure la ville. Hein. Donc c'est ce morceau de ville qui a été transféré sur Oblivion dans cette dimension parallèle. Et donc il a imaginé effectivement, vous le découvrirez, on voit sur quelques planches ces espèces de champignons géants, ces plantes géantes, et puis donc ces monstres immenses qui ont des instincts primaires. Hein. Ils se nourrissent, ils ne sont pas plus méchants que d'autres, mais c'est vrai que leur taille est très impressionnante. The documentation I went through were a lot of mushroom images on Google, a lot of them. Donc il a regardé, il a cherché énormément d'images de champignons sur Google. And I discovered that we know just like 1% of the variety of mushrooms there are in nature. Et il s'est rendu compte qu'en fait, on connaissait 1% des variétés de champignons qui existent sur Terre et qu'il y en avait plein d'autres. And some of them are really scary. Certains sont vraiment très effrayants. Are you a vegetarian? Since I look for those images. Donc il est devenu a real vegetarian. No. Non. For the monsters, pour les montres. For the monsters, how did you create the design of the monsters? For the monsters, I tried to apply some kind of evolutionary logic to the design of the monsters, because I tried to start from the environment. The first thing I designed was this dimension, this fungus, this mushroom. And then as soon as I had an idea of what the world looked like, I started designing the creatures. Et du coup, You're confusing me. Yeah, I know. Et du coup, en fait, une fois que, en fait, c'était l'évolution un peu naturelle c'était un peu l'évolution naturelle de l'environnement. J'ai commencé par faire les champignons, etc. Et c'est vrai que les monstres, en fait, petit à petit, ils sont arrivés dans mon esprit. Et en fait, ils sont devenus des créatures un peu plus grosses, plus volumineuses. Et c'est vrai que le point de départ était l'environnement, les champignons. L'environnement, les champignons. Et après, les monstres ont grossi. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'ils sont arrivés aussi pas beaux. Yeah, for example, you will learn that this dimension is filled with vines, jungle, and so I figured that the creatures living in this kind of environment should have many limbs, many joints on each limb, or maybe if they could, they can't see very well through the vines, through the dark jungle. So I made some of them with a lot of eyes. Some of them doesn't have any eyes, because I figured maybe they can, go around like bats with, and nothing of what I'm saying is openly said in the comic, but it's just something I thought when I was designing the creatures. Ok. Et dans le monde d'Oblivion, en fait, il y a beaucoup de jungle et de veines. Oui, on peut dire ça comme ça. Et de veines, du coup, en fait, les monstres que j'ai créés sont énormes et ont beaucoup d'yeux. Et du coup, en fait, alors limp, je ne sais plus comment on le traduit. Oui, on saute à accrocher, on saute un peu partout. Et en fait, ils ont un peu des protubérances. C'était plus ça que je cherchais comme mot. Des protubérances en fait, qui sortent un peu partout pour pouvoir s'accrocher un peu partout. Et je vais arrêter de faire des larcènes. Et donc, en fait, il faut les monstres soient adaptés dans cet environnement qui est un peu particulier. En fait, rien n'a été vraiment défini, mais en fait, je voulais que ce soit cohérent dans cet univers-là. Est-ce que moi, il y a un truc quelque chose qui m'a frappé dans Oblivion Song, et
c'est la confrontation entre. Alors, c'est ça fait appel à nos codes, à nos pop codes narratifs. L'univers que tu as créé, c'est à la fois, c'est un mélange entre post-apocalyptique et science-fiction. Oui, mais yes, but Robert told during the interviews created this term to describe the world, not of Oblivion, but the world that is on Earth after the transference. It's not post-apocalyptic, but apocalypse adjacent. So adjacent, like adjacent. Yes, it's like near the apocalypse, because it's not like the whole world has been in the apocalypse, like in Walking Dead, for example. It's just a little, the phenomenon is really, located, yes, in Philadelphia. So there's the whole rest of the world is trying to go on, to move from that. Donc quand Kirkman, dans certaines interviews, il expliquait que lui, ce qu'il voulait, c'était créer un espèce de monde post-apocalyptique, mais qui soit entouré. Effectivement, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on voit dans la BD, dans le comics, c'est-à-dire que ce monde post-apocalyptique, il est entouré d'un monde tout à fait normal qui essaie de continuer à vivre malgré tout, malgré la disparition de ces 300 000 personnes. Mais il y a un contraste qui est extrêmement fort entre justement ce morceau de terre qui vient d'une autre dimension et puis la vie autour comment, d'un point de vue graphique, c'est parfois troublant de passer d'un monde à l'autre. Comment est-ce que toi tu t'es organisé pour sauter d'un monde à l'autre? Est-ce qu'il fallait qu'il y ait des passerelles d'un monde à l'autre, ou est-ce que tu as créé deux mondes totalement différents? No, I tried to to make very visible the difference between the two worlds, so that when the action changes, when the scenery goes from Oblivion to the Earth, you immediately understand that. Donc il fallait que les changements il fallait que les deux univers soient graphiquement très différents, qu'on puisse très rapidement comprendre où est-ce qu'on se trouvait. And the real help in that comes from Annalisa's colors, because she chooses some colors when when we are in Oblivion, some colors that are really weird, that you can't actually find on Earth. Most of all, the sky. We have some colors in the sky that we don't really have on Earth. So at first sight, whenever you're going through the pages, even though maybe they're just dialogues, so you don't see the fungus or something, just from the color, you can understand where they are, and that's very important. Donc les couleurs d'Annalisa Leoni ont été très importantes, justement pour bien identifier ces deux univers. Normalement, quand on feuillette l'album, dès qu'on regarde, juste simplement si on regarde les couleurs, on comprend où on se trouve. Et donc, elle a notamment insisté sur les couleurs d'Oblivion, donc sur cette dimension, cette autre dimension, de cette dimension parallèle, avec des couleurs assez crades, petites salles, très différentes surtout, très différentes. Et puis, et donc notamment le sky qui a une couleur, le ciel pardon, qui a une couleur qui correspond absolument pas à un ciel de la planète Terre. Oui, c'est ce qu'on aperçoit notamment sur la couverture, avec un ciel qui est entièrement jaune. Et cette couleur-là, on ne la trouve pas du tout dans la nature aujourd'hui sur Terre. Et c'était un des points qui est hyper important pour situer immédiatement, visuellement, l'action quand elle arrive. De toute façon, Oblivion, c'est une dimension plutôt désertique. On le voit quand... On n'en a pas vu grand-chose en fait. Ouais, non. Oblivion aujourd'hui, on l'a vu à travers les quelques blocs de Philadelphie qui ont été transportés dans cette dimension, mais on ne sait pas ce qu'il y a au-delà encore. En tout cas, quand Nathan Cole revient de son voyage à Oblivion, il atterrit à Philadelphie, mais dans le morceau qui a été transporté d'Oblivion, et c'est un désert, il n'y a rien. Oui, yes, because there, the place where the transference occurred, so is a big area that right now on Earth is just desert, because it has been, I don't know the term in English.
il a été amélioré. Because they killed the fungus, they killed all the creatures that came to Earth when the transfers occurred. So now there are just sand and some of those strange structures like rocks with a bunch of holes, which are like the skeleton of Oblivion in a way. Donc en fait, c'est pas amélioré, c'est nettoyé plutôt. Mais c'est vrai que c'est désertique parce que cette zone a été entièrement nettoyée par les humains de peur d'une propagation de ces champignons. Et donc ils ont tout nettoyé, tout javelisé. Et puis c'est vrai que du coup c'est une zone désertique. On voit juste ces rochers qui ont des formes un peu particulières. Et parfois on a l'impression d'être dans Monument Valley, même si les structures sont pas aussi grandes. Mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ça. Ouais. Moi, je voulais revenir sur le côté hyper cinématographique en fait de la BD, du comics. C'est qu'il peut y se passer des pages et des pages sans qu'il y ait de dialogue, et tous les plans sont des plans de cinéma. Je trouve ça, on trouvait ça incroyable. Et est-ce que c'était une de tes idées, ou c'était dit aussi If I understand right the question, but yeah. I think it is. Okay, yeah. So I thank you first, and then the script, Robert's script, is kind of. I mean, it really describes what he wants me to, show in a way, but it doesn't tell me like, just show this in this way, show that in that way. It tells me. Show this and make the reader understand this thing. And I have to figure out how to do it. Et du coup, Robert Kirkman ne m'avait pas dit fais ci ou fais ça, etc. Il m'a juste demandé, en fait, faire en sorte que le lecteur comprenne ce qui se passe. Et du coup, en fait, c'était à moi de faire la mise en scène. For example, and this is really a thing I like to do when there is maybe an action scene. I spend a lot of time adjusting the choreography of the scene, so that when you see it, is like you see frames from an actual action scene. So that characters are moving in a very, natural way, and I really like to do that. But the real challenge is when you have to make some dialogue interesting, for example, without, doing just head after head. I don't like that, and I try to, avoid it, but that's not always possible. So, yeah. Je me fais avoir à chaque fois que je l'écoute, et du coup, en fait, je perds le fil. Et du coup, non, mais c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que je suis pris par ton discours. I talk a lot. No, I should have warned you. No, it's okay, but it's very interesting. But, du coup, en fait, il y a par exemple, à un moment de dessiner une scène d'action. Quand je dessine une scène d'action, en fait, je me rappelle même plus. Sorry. Okay. En fait, il porte beaucoup d'attention à la manière dont il va chorégraphier l'ensemble de la séquence, de manière à ce que ça soit quelque chose qui semble sorti d'un film d'action, en fait, comme si c'était vraiment au cinéma, quoi. C'était ça. Et du coup, en fait, il va pas prendre, il aime pas trop, en fait, quand il y a des dialogues qui parlent, il a pas beaucoup quand il y a beaucoup de dialogues avec ça. Du coup, en fait, il préfère vraiment le figurer par des images, et surtout quand c'est des scènes d'action, qu'elles soient beaucoup plus vivantes. Du coup, c'est pour ça qu'il les figure comme ça. Are you already thinking about a movie? Est-ce que vous pensez déjà à l'adapter au cinéma? I personally am thinking about it, but there is no news about any adaptation right now. I mean, I hope so, of course. I think if ever Oblivion Song is taken and adapted to another media, it's gonna be kind of expensive. Donc pour l'instant, il n'y a pas de projet d'adaptation. Je posais la question parce que c'est vrai qu'on s'était tous les deux fait la réflexion
enfin là je parle en mon nom, pardon, mais que c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était écrit et dessiné pour en faire un film un jour, mais c'est pas du tout le cas pour l'instant. Mais lui, Lorenzo pense que si un jour ça se fait, bon forcément c'est de la science-fiction, il y a des monstres énormes, donc ça veut dire un budget très important, donc c'est pas prévu pour l'instant. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose à propos de Robert Kirkman, c'est qu'il ne fait jamais rien en termes de bande dessinée pour que ça devienne quelque chose au cinéma, à la télévision ou ailleurs. C'est avant tout quelqu'un qui est un scénariste de bande dessinée, et quand il fait une bande dessinée, il fait une bande dessinée. Si ça devient autre chose, c'est du plus, d'accord ? Y a pas, contrairement à ce qu'on peut trouver chez beaucoup d'autres scénaristes américains, c'est vraiment en cela que c'est un scénariste exceptionnel. Ils sont pas en train déjà de penser à l'étape suivante. Aujourd'hui, c'est un type qui aime les comics, qui le prouve depuis maintenant 20 ans et qui fait de la bande dessinée avant tout. D'accord ? De toute manière, on ne peut pas faire une bande dessinée en se disant tout de suite ça va être une série télé ou ça va être un film, parce que c'est pas le même langage. C'est proche, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même langage. Et Robert, lui, il fait de la bande dessinée avant tout. Même si aujourd'hui il sait parfaitement comment les choses se passent dans le domaine de la télévision ou au cinéma. Faut pas oublier qu'il a des deals avec Amazon, avec Universal ou autre, ou AMC d'ailleurs pour ce qui est de Walking Dead, voire Cinemax pour Outcast. Aujourd'hui, quand il est concentré sur un projet, c'est avant tout pour faire de la bande dessinée. Voilà. Also because if you write comics thinking about making them a movie or a TV series, you're going to, hold something maybe because you think maybe that won't work on the big screen or on TV. You don't feel free as you should when you write comics. Donc le grand luxe de la bande dessinée, c'est justement de ne pas avoir en permanence à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire à l'écran, est-ce que ça va pas coûter trop cher. En bande dessinée, c'est vrai qu'on a cette chance énorme de pouvoir dessiner ce qu'on veut, à partir du moment où on a le talent pour le faire, ce qui est le cas. Et et du coup, en fait, quand on fait de la BD et en fait, chacun des produits a sa propre manière d'écrire. Et du coup, c'est vrai que sur de la bande dessinée, en tout cas sur Robert Kirkman et pour lui, quand on fait de la bande dessinée, en fait, on ne pense qu'à ça et on ne fait que ça. Est-ce que vous avez déjà une fin ? Est-ce que vous voulez non, mais est-ce que c'est une série qui est censée avoir, parce que Walking Dead c'est une série qui est en cours et qui n'a pas de fin prévue, mais est-ce que c'est une série qui est prévue sur un certain nombre de tomes, ou est-ce que ça va être une série à suivre sans fin pour l'instant de We don't have any fixed number of issues, but I have to say that I don't think it's gonna be like Walking Dead, like endless, because Walking Dead has one environment, one status, which is the post-apocalyptic world, and the stories are about characters moving into this fixed world. Donc pour l'instant, il n'y a pas de fin prévue. Par contre, Lorenzo pense que ça ne sera pas une série aussi longue que Walking Dead. Dans Walking Dead, il y a en fait un monde qui est a priori fini, qui est fixe. On est dans du post-apocalyptique, 99% de l'humanité est morte. Donc tout est concentré sur les personnages. Donc tant qu'il y a quelque chose à faire dire aux personnages, à faire aux personnages, ça marche. Là, Oblivion Song, il y a quand même un but final et ça ne sera pas comme ça. Oblivion Song moves very quickly. I mean, the status quo changes constantly. So you don't have the luxury of being in just one situation and that's going on indefinitely. L'intrigue d'Oblivion Song avance très vite. C'est vrai que ça va très très vite. Il y a beaucoup d'énergie. On reste pas, on s'attarde pas sur une situation, sur un problème en particulier. Ça va de l'avant. Donc c'est pas du tout le même type de narration que Walking Dead. And also because here the event that occurred is also a part of the story. It's not like in Walking Dead where we don't know what happened and we don't know how to, solve it. Here, the thing is part of the story. Il y a une grande différence entre Walking Dead et Oblivion Song, c'est que dans Walking Dead, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a un état de fait. Là, on sait ce qui s'est passé, et cette catastrophe qui s'est passée 10 ans avant, elle est partie prenante, elle est au cœur de l'intrigue.
Oui, Et sinon, je voulais peut-être demander s'il y avait des questions dans le public. Non, vous n'avez pas de questions? Très bien, on va en continuer. Alors, I won't talk too much, I promise. Please talk, you are here for that. non, en fait, je voulais te demander si tu avais une anecdote particulière en fait à la création de Oblivion Song. Si, voilà. I don't know. I mean, I don't have any weird anecdote. I can say that, for example, when Robert contacted me and sent me this email that arrived me was like midnight. Alors, because, you know. No, ok, I got you. Yeah. Du coup, non, j'ai pas d'anecdote bizarre, mais au moment où Robert Kaufman m'a contacté aux alentours de minuit. Since I was really no one, at first I thought, I was sure it was a prank. Vu que, pour moi, je considère comme personne, je suis pas connu. Au début, j'ai cru que c'était un prank, du coup, une connerie, une bêtise, une mauvaise blague. Une mauvaise blague, spam. voilà, Ouais. un spam. So I immediately, before even answering to Robert, I immediately contacted some friend of mine, some colleague that I knew that knew him, and he had his email address. So I asked, "Is this the real Robert Kirkman, or should I start to plan some killing?" Et du coup, en fait, et quand je regardais l'adresse mail, j'ai tout de suite contacté des personnes, des potes à moi, mais aussi qui étaient un peu proches de lui. Et je leur ai montré l'adresse mail pour savoir, en fait, si c'était vraiment lui ou si c'était quelqu'un d'autre que j'allais sûrement tuer après. And no, it was him. Or this is the most elaborate prank I've ever been subject to. Et c'était lui. Ou alors, je suis dans une énorme blague et qui continue encore, qui dure depuis 3 ans. Est-ce qu'on peut peut-être parler de technique comment tu travailles, quels outils tu utilises? Je travaille avec l'ordinateur. Tout Oblivion Song, c'est digital. Oh, I was speaking French. Sorry. After one Sorry. hour. So in English we will translate. So yeah, I use a Cintiq, Wacom Cintiq, and that's it, because I started to draw Infinity 8 with pen and paper, as I always did. But when Robert emailed me, I switched to digital because it's faster, so I could end quickly. Donc il avait fait jusqu'à Infinity 8, il travaillait avec une méthode traditionnelle, encre sur papier, enfin crayon sur papier. Mais quand il a eu l'email de Robert Kirkman, c'est au même moment qu'il était passé sur palette graphique parce que ça allait plus vite. Yes, because I worked as a colorist for a long time, like almost 10 years. So I'm very familiar, with Photoshop, with the computer. So I'm very quick. Donc vu que je travaille depuis plusieurs années comme coloriste, j'utilisais déjà Photoshop à l'époque pour faire mes couleurs. Donc c'est un outil que je connaissais bien. And that's it. J'ai lu quelque part que ton trait était onctueux. Alors c'est un confrère journaliste qui a utilisé cet adjectif. Je rends encore une fois à César ce qui appartient à César. J'ai pas trouvé de meilleur qualificatif, c'est vrai. Alors onctueux en anglais, là, je vais avoir un petit problème. Delicious. Delicious. Stylish. Well, about Qu'est-ce que tu penses? Delicacy, yeah. my art is Yeah. is delicious. Delicious, yeah. Oh, Delicate, well, thanks. delicate, and yeah. Oh, thanks. Raffiné, Ouais. raffiné. Raffiné, oui. Je comprends raffiné. Well, thanks. And that wasn't a question.
though. Ah, okay. What do you think about? If you ask me if my art is raffiné, yes. What? you want me to say that my art is cool? Yeah, if you want, yes. It is actually. It's cool. I can confirm. Mais plutôt, quelles sont tes sources d'inspiration graphique qui t'ont I amené vers have, ce... I have a lot of inspiration. A lot of references, but most of those come from either the history of comics or the American market, because I always been into the American comics. Donc j'ai beaucoup de sources d'inspiration, mais c'est quand même beaucoup le marché américain, le comics américain. So, for example, I can say, for example, in the past, the real masters, I like very much Alex Stott, Jordi Bernet. J'aime beaucoup les grands noms des années 80 à 70. Là, je regarde Thierry Mornay pour les dates. Donc Alex Stott, Jordi Bernet, ouais. And the most recent ones that I really like are Guy Davis, James Harden, those guys. But I have to say that the more I like an artist, the more I try to avoid watching him. Plus j'aime ce que fait un dessinateur, un artiste en anglais, donc c'est dessinateur, plus j'essaie d'éviter de regarder ce qu'il fait et pour surtout me détacher, ne pas le copier. Ouais, because I'm afraid to, take too much from him. J'ai peur de prendre trop d'influence de ces artistes-là que j'adore. I have to say that before Oblivion Song, I just work as an artist mainly for the French market, and every time a review came out for my comics, there was always a line saying that my style was very American inspired. Donc pour les premiers albums que j'ai fait en France, donc Draka, Infinity 8, oui. À chaque fois que j'avais un article, une chronique, une critique dans un magazine, sur un site internet, il y avait presque toujours une ligne pour me dire que c'était inspiré des comics américains. And today, I tell you as a scoop, I read one review of a French website, I don't remember, that said that my style was kind of European. So now I ask you, where should I work? Donc c'est un cas de transférence en fait. Là aussi. Ouais, c'est ça. Avec Oblivion Song, c'est exactement l'inverse qui se passe, puisque maintenant on me dit que j'ai un trait tout à fait européen. Donc je ne sais plus ce que je dois faire. Est-ce que je dois publier aux États-Unis? Est-ce que je dois publier en Europe? Je suis complètement perdu. Joking aside, I really enjoy this way. I feel an outsider wherever I go. So I can feel home wherever I am. Maintenant, je suis un outsider partout, des deux côtés de l'Atlantique, mais je me sens à la maison aussi en Europe, autant en Europe qu'aux États-Unis. Je vais revenir à vous. Est-ce que vous avez des questions à poser? Parce qu'on arrive sur les dernières minutes, du coup. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Non? Toujours pas? Ok. Donc, du coup, on va conclure. Hein. Le premier tome d'Oblivion Song donc, est sorti le 7 mars, donc c'est tout frais, une semaine. Le deuxième tome, il est prévu pour encore cette année, l'année prochaine peut-être plutôt, non? En fait, on attend de voir de quelle manière l'éditeur américain Skybound nous permettra de travailler avec le matériel déjà disponible, puisque Lorenzo a précisé qu'on avait d'ores et déjà du matériel quasiment prêt pour publier un deuxième album. Maintenant, est-ce qu'on nous laissera réitérer la publication en avance sur le marché français pour le deuxième tome ou pas? Je ne peux pas le dire à ce stade-là. Donc dans le pire des cas, oui, il faudra attendre un petit peu de temps, début 2019, mais ça arrive bien sûr. Ouais. If you want, I can tell you what happens. No. I don't know, I asked. Merci Lorenzo, merci Thierry. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à vous.